Bonjour, bienvenue dans la série sur la relativité. Alors considérons maintenant deux géodésiques proches qui sont dans une petite zone infinitésimale ou très petite qui sont quasiment parallèles. À cause de la courbure de l'espace-temps, chaque géodésique va suivre sa propre trajectoire dans l'espace-temps, un peu comme deux routes qui partiraient de chaque côté d'une colline, et on observe ainsi un écart des géodésiques appelé déviation géodésique. Ce phénomène est lié aux effets de marée, aux forces de marée. En effet, considérons un corps qui est non ponctuel et qui suit ces deux géodésiques. À moins que le corps n'éclate sous le fait de cet écart, le corps va continuer en suivant deux trajectoires proches s'il reste cohérent, maintenu par ses liens internes. Donc, il s'écarte du lien géodésique. Donc, il suit des trajectoires, les différents points du corps ne suivent plus les trajectoires géodésiques qui normalement s'écartent. Donc, il faut pour cela lui appliquer une force. Et cette force est due justement aux cohésions internes, aux liens qui existent entre les différents atomes ou molécules du corps et qui vont maintenir la cohésion et tirer sur le corps pour maintenir sa cohésion en un seul morceau uni. Sans ces deux forces, le corps s'étalerait, il serait étiré. L'exemple typique, c'est l'eau qui possède peu de cohésion, qui donc a tendance à suivre les géodésiques des trajectoires, les géodésiques de l'espace-temps, et qui donc bouge facilement et forme ainsi les marées que l'on observe. Cet étirement du corps peut être vu comme dû à une force virtuelle, tout comme la force centrifuge ou la force de Coriolis, qui est une force inertielle due au fait qu'en réalité, chaque portion du corps a tendance à suivre une trajectoire inertielle, des trajectoires qui s'écartent. Et c'est cette force virtuelle qu'on ressent, bien entendu, dans le chef du corps, c'est cette force virtuelle qui est appelée force de marée. Alors, donc pour étudier ces phénomènes, on a besoin de calculer cette déviation géodésique. Alors comment faire? Eh bien, on part d'abord de l'équation des géodésiques. D de x alpha sur d tau carré plus gamma alpha bêta gamma fois dx gamma sur d tau fois dx bêta sur d tau égale 0. Et ce qu'on veut calculer, c'est une petite variation de la géodésique. Sous une petite variation des conditions initiales, on va avoir une petite variation de la trajectoire x, c'est-à-dire un delta x. Petite variation de x. Et donc, on peut calculer une petite variation sur cette équation. On obtient delta d2x alpha sur d tau carré, plus alors celle de la dérivation d'un produit. Les deux facteurs ici donnent les mêmes termes. On obtient donc 2 gamma alpha bêta gamma fois dx gamma sur d tau fois delta dx bêta, donc deux fois le même terme après un renommage des indices, plus la variation sur gamma qu'on obtient par
un petit delta, parce qu'il dépend de la position, donc un delta x mu fois, pardon, c'est la variation de gamma, alpha, bêta, gamma, par rapport à x mu, fois delta x mu, fois dx alpha sur d tau, dx gamma sur d tau, dx bêta sur d tau, le tout égale 0. Pour calculer ça, on a besoin de voir comment se comporte ce terme-là. Donc, on peut calculer gamma alpha bêta gamma fois dx gamma sur d tau fois delta dx bêta sur d tau. Et ceci est égal, je vous le laisse vérifier, c'est pas un petit peu long à vérifier, pas trop long, d sur d tau de delta x bêta fois gamma alpha bêta gamma fois dx gamma sur d tau moins delta x bêta fois d gamma alpha mu gamma sur dx bêta gamma sur dx mu fois dx gamma sur d tau fois dx bêta sur d tau plus gamma alpha bêta gamma d de x gamma sur d tau carré. Pour le vérifier, il suffit d'appliquer les dérivés aux produits et aux sommes et de tout développer et de comparer les deux côtés. Pour le terme ici, en d de x gamma sur d tau, on peut le remplacer en utilisant l'équation des géodésiques pour le faire disparaître et on utilise le résultat dans l'équation ici de la variation. Alors après un calcul assez lourd, il faut bien le dire, donc je ne vais pas détailler, on obtient d sur d tau de delta dx alpha sur d tau plus gamma alpha bêta gamma fois dx gamma sur d tau fois delta x bêta plus gamma alpha bêta gamma fois dx gamma sur d tau fois delta de dx bêta sur d tau. Donc ça, tout de suite, ça donne des formules assez lourdes. Gamma, bêta, ça c'est le petit défaut de ces calculs tensoriels, c'est parfois des calculs un peu à rallonge. Gamma, bêta, mu, nu, fois d x mu sur d tau, fois delta x mu, plus delta x mu fois
d gamma bêta plus d gamma alpha bêta gamma par rapport à x mu moins d gamma alpha bêta gamma, pardon, mu bêta par rapport à d gamma alpha mu delta par rapport à x bêta gamma delta mu delta gamma delta bêta gamma moins gamma alpha delta bêta fois gamma delta gamma mu fois dx bêta d taux fois dx gamma d taux égale 0. Ça donne donc une équation à rallonge. Mais on peut la simplifier assez facilement. Déjà, ici, on reconnaît quelque chose qui est assez proche du tenseur de courbure. Et on définit la dérivée covariante le long de la trajectoire, donc la dérivée covariante de la déviation, qui est égale à d par rapport, la dérivée par rapport à dx ou d taux, le long de la trajectoire de delta x alpha, égale delta dx alpha sur d taux, plus gamma mu bêta gamma fois dx gamma sous d taux fois dx bêta pardon, delta x bêta. Et donc, en utilisant cette dérivée covariante de la déviation géodésique ici, en essayant de faire apparaître le tenseur de courbure, et après un long calcul, remaniement des termes, des facteurs, etc., pour regrouper tout comme il faut, c'est long, c'est fastidieux, on arrive au final à une équation qui est beaucoup plus simple, il y a beaucoup de termes qui se simplifient. Je ne vais pas faire tout ce détail de calcul, il faudrait plusieurs tableaux, c'est assez vraiment long. On obtient que d2 nu, donc la dérivée seconde, de delta x alpha, plus le tenseur de courbure, R alpha gamma mu bêta, fois dx gamma sur d taux, fois dx bêta sur d taux, delta x mu égale 0. Et donc, on appelle cette équation l'équation de déviation géodésique. Elle donne une dérivée seconde de la déviation géodésique par rapport à la déviation, le tenseur de courbure et la trajectoire. Et donc, on peut calculer avec cette équation les déviations géodésiques dans des cas concrets. Alors, désolé pour ces calculs un peu lourds, hein, comme je l'ai dit, c'est pas rare en relativité générale. On a fini ici
pour ces calculs lourds sur les déviations géodésiques. On va revenir maintenant à quelque chose d'un peu différent, de plus sympathique. Alors, nous avons vu, pour la variété d'espace-temps courbe, nous avons vu la courbure, nous avons vu la connexion, le temps sur la courbure, les géodésiques, comment on les calcule avec l'équation géodésique. On voit ici la déviation géodésique, mais il nous reste une chose à comprendre. Soit les trajectoires géodésiques traduisent l'effet de la gravité sur le mouvement des corps. Mais qu'est-ce qui dicte la courbure? Qu'est-ce qui fait que l'on a telle courbure, tel espace-temps? En fait, c'est la gravité. Donc, cette courbure va être due à des corps massifs. Corps massifs qui sont source d'une gravité, comme le Soleil et les planètes qui tournent autour. Et donc, on doit pouvoir relier la matière, la distribution de masse, d'énergie, à la courbure de l'espace-temps, ou à la forme de l'espace-temps. Ça, c'est une toute autre équation qui ne peut pas être dérivée de manière purement mathématique. Il y a forcément un peu de côté physique. Il faut faire le lien avec ce que l'on sait de la gravitation, notamment dans le cas classique, la gravité newtonienne. Et c'est ce qu'on appelle l'équation d'Einstein, ou les équations d'Einstein, si on parle des composantes. Donc l'équation d'Einstein, et qui a fait tout le succès de la théorie. Et ça, c'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.